Je marche en boitant un bon quart d'heure encore. Je m'assois, à bout de nerfs et de force, sur une grosse pierre trempée. La pluie frappe ma tête et mes jambes endolories. Je m'accorde 5 minutes pour souffler, puis je choisirai un petit abri de fortune qui n'aurait pas été trempé. Sous un rocher, l'intérieur d'un arbre ou une petite grotte, enfin, le premier endroit sec qu'une citadine pouvait espérer trouver. Fouetté par les gouttes qui me brouillaient la vue, je vois néanmoins au loin une petite maison éclairée. Je quitte ma pierre, me dirige vers la maison, dans l'espoir que celle-ci n'appartienne pas à une personne malfaisante. Je tape à la porte. Je n'entends aucun bruit à l'intérieur, pas un mouvement, tandis que des murmures me parviennent derrière moi. Des bruits de branches qui se rompent sous des pas. Tandis que je retourne la tête en direction de ces bruits suspects, une main m'agrippe et me tire vers la maison. La pression me fait pousser un gémissement. Je me retrouve parmi 5 personnes de 3 hommes et 2 femmes. Des pleurs de bébé me proviennent du premier étage. Une des femmes se précipite vers l'escalier et se hâte d'en monter les marches. Elle trébuche, poursuit sa montée à 4 pattes, apparemment fort soucieuse de faire taire les cris du bébé. Un des hommes me demande s'ils m'ont suivi. Après réflexion, je réponds que je ne crois pas, qu'il devait déjà être présent dans la forêt. Un rictus de dépit se fait clairement voir sur le visage d'un autre homme. La femme restante avoue alors qu'ils n'auront bientôt plus de munitions. Nous nous asseyons tous autour d'une table. L'ambiance est pesante. Je leur demande ce qui se passe. Quels sont ces gens et pourquoi commettent-ils tous ces massacres? Un rire étouffé. Un des hommes me demande si je viens d'une autre planète ou si je suis né ce matin. Je les regarde un à un et je leur raconte tout ce qui s'est passé dans la journée et une partie de la nuit. Ils se regardent à tour de rôle, sans comprendre. Un 4e homme que je n'avais pas vu et qui se réchauffait à la flamme de la cheminée, confortablement installé dans un fauteuil, prit la parole. 2 hommes quittent la table et l'aident à sauter du fauteuil. L'homme est très vieux mais très grand et porte un habit de prêtre. Il me dévisage et me sourit. Il me demande si je suis la fille du pasteur Marcus Esteban. Je sursaute. Je lui réponds oui de la tête. Il me dit alors que je viens d'un monde qui n'a pas encore vécu les atrocités qui se passent dans ce monde-là. J'ai du mal à comprendre pourquoi cela m'arrive à moi. Il pose ses mains sur mes épaules et me répond en souriant que rien n'est hasard, que j'ai été choisi pour sauver des âmes en les amenant vers la foi, que je porterai en moi un enfant qui, à l'âge adulte, fera de belles choses pour l'humanité. Je lui ai dit que c'était impossible, car je ne voulais pas d'enfant, que je n'en avais jamais voulu et que je n'en aurais jamais. Le prêtre sourit et me répond que cela ne dépend pas de moi, mais du plan de Dieu. Il ôte ses mains de mes épaules et s'installe à nouveau dans son fauteuil. Je reste là, décontenancée. Il demande aux personnes présentes de me nourrir, de me donner des vêtements secs, un lit pour la nuit, de bourrer un sac de 2 bouteilles d'eau et des vivres, que les journées à venir risquent d'être pour moi très dures. Des vivres et du courage pour l'élu. Il se retourne vers moi et me dit de partir à l'aube, de secourir le plus de gens possible, des personnes en détresse, tout comme ce pauvre homme sans abri massacré. Je sursaute encore. Comment pouvait-il savoir ça? Comme s'il lisait dans mes pensées, il me répond que cela fait longtemps qu'il attend ma venue et que rien n'est hasard, que j'ai été amené jusqu'à lui. Je me remémore ce que m'a dit le prêtre, en particulier cette histoire farfelue d'enfant qui sauvera beaucoup d'âmes. À nouveau, ce dernier prend la parole et me répond que pas seulement 1, mais 2. Le premier aura l'âme noire et le cadet l'âme pure. Et ce dernier fera beaucoup pour l'humanité, comme sa mère. Le premier aura pour ordre de l'élite de tuer son frère, et le père du plus jeune fils aura un beau regard. Que moi, Dolores, coulerai des jours heureux avec lui. Je repense au jeune homme sur le quai de la gare. Je ne peux réprimer un rire nerveux.
Je trouve ce prêtre bien fantasque. Je réponds oui pour lui faire plaisir, tout en pensant qu'il devait souffrir d'un genre d'Alzheimer. Ou peut-être de la démence de ceux qui se trouvaient au dehors, tout comme moi. Le prêtre sourit, ayant lu sans doute à nouveau dans mes pensées. « Mais que dois-je faire des lobes, mon père ?» Il répond alors que tout ira tout seul, que le fait que je sois comme eux a une grande importance, qu'ils ne se méfient pas de moi, car ils me prennent pour une des leurs. Le voyage sera long pour les amener en lieu sûr. C'est le plan de Dieu, que tout se passera comme il l'aura souhaité, et qu'il mènera l'élu là où il désire l'amener. Tu te souviendras aussi des enseignements de ton père, Marcus Esteban, des enseignements qui te seront très utiles pour la suite. Il me demande de manger et de me reposer. Il se tourne vers le foyer et s'endort. Les autres me regardent à la dérobée, fort suspicieux. Un des hommes pose son fusil à côté de lui en me disant que si le prêtre met tous ses espoirs sur moi, lui par contre ne se gênera pas pour me mettre une balle dans ma carcasse de folle à bout portant, que j'allais devenir cinglé comme mes copains et qu'il n'avait pas la moindre confiance à une tarée de mon espèce, que son bébé dormait au premier et qu'il ne se gênerait pas de m'exploser la tête, élu ou pas. Les autres ricanèrent. Je ne réponds pas aux provocations de l'homme et de toute façon, il n'avait peut-être pas tort au fond. Je mange la soupe que me sert une des femmes. Elle me dit que ce n'est pas grand-chose, mais qu'il fallait rationner les vivres. Je la vois mettre du fromage, 2 bouteilles d'eau et un saucisson dans le sac. Je lui confie que la charcuterie ne me servira pas, qu'elle sera gâchée car je suis végétarienne. Les hommes ricanèrent à nouveau, en lançant que mon végétarisme n'allait pas durer encore très longtemps. J'ai envie de pleurer, mais je me contiens. Je ne veux pas leur faire ce plaisir. La femme lève la tête vers moi et me sourit d'un air tendre, presque compatissant. Je lui rends son sourire. Je leur demande s'ils ont un portable ou Internet. Là, ils éclatèrent de rire. Un autre manque s'étouffer avec sa propre soupe. Mais elle se croit où, celle-là? Ah non, on n'a pas ça en stock. Ils ricanent toujours. Et je me surprends à rire aussi. J'oubliais que nous étions dans le futur et que beaucoup de choses m'échappaient. Je me lève de table, demande des affaires propres et sèches, du savon si possible. La mère de l'enfant me désigne la salle de bain de la tête. Elle me dit qu'il faut également fractionner les rations d'eau. Je hoche la tête et m'engouffre dans la salle de bain. Pas de gel douche, mais un petit morceau de savon dégueulasse. Je grimace et le saisis. Dieu, comme la vie de ces gens doit être difficile. Une pile de vêtements se trouve dans le lavabo. Un jean, une chemise à carreaux, un blouson d'homme. Ces habits devaient appartenir à un des hommes, les 2 femmes étant d'assez petite taille. Je me lave, me change, jette mes affaires sales dans la petite poubelle. Je retourne dans la salle à manger, je m'effondre sur le canapé. Un des hommes est là, jouant avec son bébé qui s'était réveillé. Je m'assois près d'eux. Je prends appui sur mon coude et lui demande de me raconter ce qui s'est passé pour que le monde soit devenu dans un tel état de délabrement. Il me regarde et me dit que si le prêtre a fait l'impasse sur cette période, c'est que je devais peut-être ne pas le savoir, et qu'il n'est sans doute pas bon que je sois mise au courant. Je l'implore au bord des larmes. Il soupire, puis s'assure que le prêtre est en train de dormir. Il me dit que ça a débuté par une vague de disputes et de violences conjugales qui se multipliaient. Des associations pour femmes et enfants battus ont été créées, en plus de celles qui existaient déjà. Tant et si bien qu'il fallait prendre rendez-vous bien à l'avance pour espérer avoir une place dans les 3 ou 6 mois. On ne comptait plus les viols aussi et agressions. Puis, une vague de violence s'est greffée à tout cela. Des émeutes, des gens qui se battaient en pleine rue, un tsunami de violence et de sexe. Puis des groupes se sont formés qui se reconnaissaient entre eux. Mais ça, tu le sais déjà, pas vrai? Le regard de l'homme me fit comprendre qu'il me tenait à l'œil. Un genre de piqûre de rappel en quelque sorte. Un appel à l'ordre qui, du regard, me conseillait de me tenir tranquille. J'affiche un air désolé.
Il reprend en me racontant que la ville était à feu et à sang, que les massacres des groupes sanguinaires allaient en s'accroissant. La police au début était une alliée, mais s'était elle aussi greffée aux meurtriers, abattant sa force sur une partie de la population. L'homme prend un air sombre. Il dit que voir la flicaille s'en prendre aux citoyens était vraiment quelque chose d'hallucinant et effrayant. Les cadavres pourrissaient mais étaient quelques jours après récupérés par il ne savait pas quoi exactement et qu'il préférait mourir idiot. Je ne peux m'empêcher de penser aux choses à l'intérieur du bar désaffecté et à l'odeur de charogne qui s'en dégageait. L'homme me dit que les criminels paraissaient possédés. Normal pour des enfants du diable. Je frissonne. Le bébé dort dans les bras de son père. Je le trouve mignon. Un vrai angelot avec ses cheveux blancs et ses joues de poupon. Je le trouvais à croquer. Les lèvres de son père remuaient, mais je ne l'écoutais pas, me focalisant sur cet être sans défense. Je me reprends. Je chasse cette pulsion malsaine avec peine, me concentre sur la suite et fin du témoignage. Je lui demande comment se fait-il que cette maison n'ait pas subi les élans violents des fous dangereux. Et il me répond que la présence du prêtre à l'intérieur y était pour quelque chose, que l'habitacle était comme protégé, que Dieu ne devait sans doute pas autoriser son vieil ennemi Satan à s'en prendre à lui, et que de toute façon ce monde appartenait aux corneaux. Les plans de Dieu, pensais-je. L'homme prend congé, va remettre au lit son bébé. Quant à moi, je refuse poliment à une des femmes son invitation à dormir dans son lit pour la nuit, préférant utiliser le canapé. Je me cale entre deux coussins, m'endors aussitôt.